Écoute, Alors, merci de me consacrer du temps pour parler avec plaisir. de la préparation mentale et notamment la préparation mentale de l'arbitre. On parle beaucoup de préparation, de plus en plus de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, ou pas d'ailleurs, pas spécialement des sportifs de haut niveau. Mais on évoque rarement la dimension psychologique de l'arbitre, quel que soit l'arbitre, dans tout sport d'ailleurs. Et qui est soumis à une forme de pression, une exigence attentionnelle, une gestion du stress, j'imagine. Et d'où notre entrevue, notre rencontre aussi, puisqu'on s'est rencontrés dans une formation de préparation mentale. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, sur ma chaîne YouTube, c'est que tu nous partages un petit peu ton expérience sur le domaine de la prépa mentale pour un arbitre, dans ton cas, donc de haut niveau, mais ça peut être aussi intéressant pour tout type d'arbitre et dans tout sport. Donc, pour commencer, mais écoute, Amaury, peux-tu te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire? C'est à toi de parler. Bah Je écoute, t'écoute. ma présentation simple, c'est que j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis prof de PS. À la base, j'ai une formation de prof de PS et j'interviens à l'UFR SAPS de Bordeaux depuis 13 ans maintenant. Donc au contact des étudiants de l'université de Bordeaux. Et en parallèle, depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, je suis arbitre de foot en ayant commencé par être joueur de foot quand j'étais beaucoup plus jeune. Une blessure m'a éloigné de ma petite carrière de joueur. À ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de prendre le sifflet pour la première fois pour mon club, mon petit club des Landes, qui cherchait à former des arbitres à ce moment-là. J'ai saisi l'occasion, hein, c'était absolument fortuit, c'était pas du tout prévu, mais en fait, ça a été tout de suite d'une richesse assez importante pour moi. J'avais 18 ans à ce moment-là. Et 25 ans après, ben, je suis toujours au sifflet et j'ai franchi les étapes les unes après les autres, division par division, comme le feraient les joueurs. Donc aujourd'hui, en 2020, bah, ça fait 9 ans que je suis arbitre de première division, ça fait 5 ans que je suis arbitre international. Et voilà où ce parcours, commencé il y a bien longtemps, m'a mené avec un parcours d'arbitrage absolument pas linéaire, avec une carrière sinusoïdale, hein. On commence rarement à prendre le sifflet pour sa première expérience d'arbitre en se disant qu'on va arriver au plus haut niveau. C'est quasi impossible de faire ce genre de pari. Donc, au hasard de la vie familiale, de la vie personnelle, professionnelle, la carrière a pris des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, à 43 ans, ben, je tiens encore le haut du pavé pour je ne sais combien de temps encore, mais en 2020, ça le fait encore. Eh bien, je te souhaite tout le meilleur, hein, on va dire, pour la suite de C'est ta carrière. gentil. Avec plaisir. On va parler maintenant mais de préparation mentale. Euh, Est-ce que tu peux bon, en quelques mots, avec ton expérience, nous exposer les problématiques liées à de la dimension psychologique d'un arbitre, qui sont souvent méconnues. On les imagine, mais on ne les connaît pas. On est peut-être loin de les connaître, j'imagine. Alors, je le résume en trois grandes phases qui correspondent à trois grandes problématiques de l'arbitre, quel qu'il soit, comme tu l'as très bien dit, hein, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Il y a les trois problématiques sont constantes, avec évidemment, en ce qui concerne l'arbitrage de haut niveau, une problématique supplémentaire liée à la médiatisation. À l'ultra commentaire de tout à chacun sur tes prestations. À l'exemple, bah, tu vois, hein, du match d'hier soir, de la blessure, d'un des meilleurs joueurs français, enfin du championnat de France, etc. Donc tout est commenté, tout est disséqué. Donc ça, c'est l'aspect de l'arbitrage de haut niveau qui est quelque chose pour lequel on se prépare spécifiquement. Je t'en redirai, je t'en redirai un mot si tu le souhaites. Mais en ce qui concerne le processus d'arbitrage et donc la préparation mentale qui est accolée ou qui doit s'y accoler si tu veux progresser dans tes compétences d'arbitre, bah, d'abord, c'est la capacité à prendre des décisions. Et capacité à prendre des décisions en un temps extrêmement court, en un temps contraint, évidemment.
On n'est pas dans un process où la réflexion et l'analyse est poussée à outrance. On est vraiment dans une prise de décision située, contextuelle. Je ne vais pas dire instinctive, tu vas comprendre pourquoi, mais en tout cas, une prise de décision rapide. Et donc, ce premier champ de la prise de décision, de la prise de responsabilité sous pression, elle nécessite des compétences attentionnelles, comme tu l'as dit, et en particulier des compétences de concentration, de reconcentration, ce qu'en prépa mentale on appelle le focus, à partir du moment où tu as des signaux qui te perturbent. Évidemment, la prise de décision de l'arbitre comme notion numéro une, ça fait appel à une éthique et un respect de la règle que tu maîtrises toi-même avant de le faire appliquer aux autres. Donc ça, c'est une préparation qui est théorique et pratique par rapport aux lois du jeu. Mais vraiment, sur cette première problématique, c'est la prise de responsabilité de décision sous pression, qui ouvre un champ de prépa mentale assez important. La deuxième, c'est, je te l'ai dit, la reconcentration après une erreur. Pourquoi? Parce que ce soit l'arbitre de bas niveau jusqu'à l'arbitre de haut niveau, on commet des erreurs. D'ailleurs, j'ai même l'habitude de dire en formation d'arbitre que la question, c'est pas de savoir si je vais me tromper, la question, c'est de savoir quand est-ce que je vais me tromper. Et une fois que l'erreur va arriver, parce qu'elle va arriver, comment je vais réagir par rapport à cette erreur-là à partir du moment où le match n'est pas terminé et où il faut que je remette en jeu ma prise de décision et ma prise de responsabilité dans le match. Donc, l'arbitre amateur, lui, doit trouver ses propres canaux de reconnaissance de l'erreur, premièrement, et deuxièmement, de reconcentration. L'arbitre de haut niveau doit reconnaître son erreur aujourd'hui grâce à l'assistance vidéo qui te fait reconnaître ton erreur quand il y a une décision qui va être modifiée de manière importante. Mais par contre, la deuxième étape, à savoir la résilience, le rebond, la reconcentration, elle fait partie de ce process. Et donc, si tu veux, un match est une succession de décisions de l'arbitre dont la plupart sont bonnes, parce que c'est ça qu'il faut se dire, mais on pourrait même dire, c'est un autre débat philosophique, que toutes les décisions de l'arbitre sont bonnes, puisqu'elles sont susceptibles d'interpréter, c'est une activité humaine, mais certaines sont reconnues comme étant des erreurs. Je vais te donner un exemple bateau, un but marqué de la main, par exemple, que l'arbitre de district ne pourrait pas reconnaître et voir, alors que moi, l'assistance vidéo va me le montrer. Qu'est-ce que tu fais derrière pour te reconcentrer, te réancrer dans le présent du match et pouvoir remettre en place ta prise de décision, ta prise de responsabilité et ton autorité dans le match qui va continuer? Ça, c'est la deuxième grande problématique. Puis la troisième problématique qui est liée à l'arbitrage du foot, spécifiquement, ou en tout cas de manière beaucoup plus prépondérante que les autres sports, j'en discute suffisamment avec des arbitres d'autres disciplines, c'est ce que tu perçois toi très bien assis dans ton canapé en regardant un match de foot, à savoir la mise en cause de l'autorité de l'arbitre, qui est beaucoup plus prégnante malheureusement en football qu'ailleurs. Et là, on touche aux aspects managériaux en termes de prépa mentale, sur le leadership, le management, l'autorité, qu'elle soit naturelle ou forcée ou imposée, et puis donc des traits de caractère qui sont accolés à ça et qui se travaillent en prépa mentale, la force de caractère, la résistance psychologique pour pouvoir manager, j'allais dire 22 acteurs sur le terrain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus et pas seulement 11, parce que quand tu prends une décision, généralement, tu fais 11 mécontents, mais parfois, tu prends des décisions où les 22 acteurs sur le terrain sont mécontents. Donc, c'est un peu toi contre le reste du monde. Et ça, cet aspect, moi tout seul dans l'arène, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, c'est un aspect en termes de prépa mentale à construire pour l'arbitre. Et donc il y a beaucoup de problématiques, enfin, il y a pas mal de problématiques de ce que tu m'exposes. Et comment tu te prépares à ça en fait? Comment tu abordes? Est-ce que l'arbitre, il y a une préparation mentale qui est spécifique ou est-ce qu'il y a tout un boulevard, toute une découverte à faire sur ce sujet-là?
toute une innovation. Alors, d'abord, si on fait un rapide état des lieux sur la prépa mentale des arbitres de haut niveau, alors je vais parler uniquement de football hein, parce que je ne connais pas l'accompagnement en prépa mentale ou le développement de la prépa mentale dans tous les sports auprès de mes collègues évidemment. Mais déjà, c'est de dire que si la prépa mentale diffuse doucement, tranquillement auprès des clubs et des joueurs en ce qui concerne le football, imagine que les arbitres, c'est encore plus récent. En ce qui concerne les arbitres de haut niveau, cet aspect-là, il débute juste. On est à moins de 5 ans, si tu veux, par rapport à ça. Donc ça, c'est une première étape. Elle est fondée sur quoi, la prépa mentale d'un arbitre? Déjà, elle est fondée sur ses traits de caractère. Parce qu'un arbitre qui accepte de prendre le sifflet sur un terrain de sport, il doit avoir construit déjà des traits de personnalité qui sont importants pour la prise de décision et la prise de responsabilité. Donc, je te les donne comme ça. On pourrait faire une liste et elle serait sans doute incomplète. Mais comme je te l'ai dit, le courage, l'éthique, le sens des responsabilités, la résilience en temps très contraint, le self-control, la maîtrise du stress et des émotions, c'est évident, on en reparlera. Et puis cette résistance psychologique dont je te parlais. Évidemment, un arbitre n'est pas rancunier parce que ça veut dire, et je te parle du temps du match, hein, ça veut dire que s'il se passe quelque chose à la première minute, il doit l'avoir quasiment oublié pour agir à la deuxième minute. Tu vois, c'est des traits de personnalité qui sont importants pour pouvoir enchaîner les successions de décisions. Donc déjà, c'est se fonder sur une personnalité qui est quand même, je ne vais pas te dire atypique parce que les choses que je t'ai dit là ne forgent pas une personnalité atypique. En tout cas, c'est des points de personnalité très ciblés et très forts. La deuxième chose, c'est en termes de prépa mentale, que fait l'arbitre? Bon, bah, je vais parler du haut niveau. Euh, Évidemment, on a déjà dit compétences attentionnelles. Donc, capacité de concentration et capacité de reconcentration après une forme de déconcentration qui peut arriver de partout. Une Mhm. grosse décision, Mhm. une communication avec tes collègues qui te perturbent, un événement du match X ou Y, évidemment crucial, une blessure d'un joueur, et on pourra en reparler aussi, le public ou des événements extérieurs au terrain qui pourraient impacter le terrain, même si c'est moins la période. Tous ces événements-là amènent l'arbitre à être sur le qui-vive en permanence, avoir travaillé ses capacités de reconcentration, donc la totalité du spectre, c'est le focus, hein, sur ses compétences attentionnelles. Ben là, c'est quoi sur ses compétences attentionnelles? C'est la capacité à se mettre dans une bulle. Alors, n'importe quel sportif de haut niveau qui veut performer doit avoir des moments où il se met dans sa bulle pour performer. Euh, et je crois que, puisque je t'ai dit que c'était nouveau pour les arbitres, hein, enfin, en tout cas, c'est à moins d'une dizaine d'années, chacun s'est construit comme il l'a pu avec ça, au tout débarrage, dans ses capacités attentionnelles et ses capacités de concentration et de reconcentration. J'ai même envie de te dire que ce qui fait la différence entre un arbitre qui va progresser vers le haut niveau et un autre arbitre qui va plafonner, c'est la capacité à réagir et à rebondir après l'erreur, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Un arbitre manquant d'expérience et n'ayant pas la capacité mentale à faire le lit de ce qui vient de se passer pour rebondir, il va perdre les pédales et le premier événement va être le début d'une perte de pédales totale, alors que l'arbitre de haut niveau est celui qui est capable, alors qu'il a commis une erreur, plus ou moins reconnue, ou un événement qu'il a eu difficile à gérer, va être capable de reprendre le leadership et de mener le match à son terme correctement. Ça fait une vraie différence. Donc, dans les capacités attentionnelles, moi, j'ai construit une bulle de concentration, une capacité, une capacité d'attention qui est liée, par exemple, je te donne un exemple concret, c'est que si tu me racontes, toi, assis dans les tribunes, le match que tu as vécu là où moi j'arbitrais, tu vas me raconter un match qui est totalement différent de celui que j'ai vécu sur le terrain. Tu vas percevoir des choses que je ne vais pas percevoir, en particulier liées à ce qui se passe autour du terrain. Comme je te l'ai dit, ça ne peut pas rentrer en ligne de compte en ce qui concerne ma concentration. C'est évident. Bon, à part s'il y a un énorme fumigène qui finit à mes pieds, hein, qui va me perturber 2 minutes, mais sinon, des bruits de foule, des chants, des banderoles,
des événements X ou Y, je ne le perçois pas. Ça m'arrive régulièrement de ne le découvrir qu'aux images après match, si tu veux. Ça, c'est la première chose. On est dans des tunnels de concentration qui nécessitent ça spécifiquement. Tu l'as bien compris. Deuxième gros pan, la gestion du stress et des émotions. Alors, j'ai jamais été formé aux techniques directes de gestion du stress et des émotions type cohérence cardiaque, méditation, hypnose, visualisation, etc., etc. Sauf que, en fait, je l'ai construit par expérience. L'imagerie mentale, la visualisation, l'expérience te l'a fait construire. Si tu as un petit retour sur toi-même, eh bien, tu le travailles évidemment, puisque c'est un autre pan de ce que je voulais te dire. Nous, les arbitres de haut niveau sont dans le débriefing constant. Ça veut dire revisionnage d'images en D'accord. permanence, d'après-match, séquençage, le positif, le négatif, le travail sur le clip vidéo, où est-ce que j'étais, ce que je faisais à ce moment-là, comment j'ai vécu la situation, qu'est-ce qui a fait que dans ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai senti, où est-ce que j'étais placé, a fait que cette décision a été bonne ou a fait que cette décision a été mauvaise, je l'analyse en permanence. Et donc, j'arrive à ancrer des images, des séquences au fur et à mesure des matchs Mmh. qui font que quand j'arrive sur une nouvelle situation dans un nouveau match, je suis capable de me dire ça, je l'ai déjà vécu, je sais comment le traiter. Tu vois. Donc, on va dire deux gros pans en termes de prépa mentale. Le travail sur les capacités attentionnelles, fondamentales. Je devrais te rajouter le fait que tu oublies pas qu'on court entre 10 et 12 km par match et que on est dans une répétition intermittente de course à haute intensité et que la lucidité, la capacité de lucidité est fondamentale pour nous pour continuer à avoir une fraîcheur mentale pour décider, y compris à la 95e minute de jeu. Donc ça, c'est une épée de Damoclès sur nous, hein, le fait que le physique prenne le pas sur le mental ou impacte le mental, la perte de lucidité. Et le deuxième pan, sur la gestion du stress, des émotions. Stress qui, évidemment, disparaît au fur et à mesure de l'expérience. D'accord. Ok. Quand tu revisionnes les matchs, tu les revisionnes seul ou vous êtes à plusieurs, ton staff? Enfin, ton staff. Alors, le staff ne doit pas être entendu au sens du staff des équipes et des joueurs, c'est-à-dire que j'ai une équipe arbitrale autour de moi qui est composée d'une personne. On est deux, à savoir un des deux assistants avec lequel je travaille et mon assistant attitré, on travaille toujours ensemble. Je pourrais avoir mes deux assistants attitrés, c'est tout à fait possible, j'ai des collègues qui travaillent à trois, pour diverses raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. J'ai un assistant qui me suit en permanence et avec qui je collabore. Et donc, on a un deuxième assistant qui complète notre trio à chaque fois. Le quatrième arbitre change à chaque match. Mhm. Les D'accord. assistants vidéo changent à chaque rencontre. Donc, là où tu touches du doigt un aspect important, c'est que la cohésion d'équipe Mhm. C'est ça? et le travail de collaboration et de communication est à reconstruire quasiment en permanence pour produire chacune de nos performances arbitrales. Mais en ce qui concerne ta question spécifiquement, je revisionne euh, les rencontres moi-même. Alors D'accord. évidemment, sur les retours de match, hein, avec mon assistant, dans un train, dans un avion, on accède rapidement aux images et on commande déjà rapidement les faits importants du match. Mais je fais ma propre analyse et après, je l'envoie à mes collègues pour qu'on l'approfondisse ensemble. Deuxièmement, le staff au-dessus de moi, c'est la direction technique de l'arbitrage D'accord. qui est en attente de mon auto-évaluation par rapport à la rencontre. J'ai 48 heures pour la faire et leur envoyer les clips. Et eux me font un retour vidéo, téléphonique, évidemment, pour échanger sur la performance arbitrale. Bon, super. Très intéressant. Bon, on va pas parler de tous les aspects de l'arbitre, sinon on aurait toute la soirée. Je vais pas t'embêter encore très longtemps, Amaury. Est-ce que toi, tu as donc une routine spécifique? Est-ce que tu as des astuces? Tu m'as parlé, tu m'as dit que tu t'es construit un petit peu seul concernant la préparation mentale. Est-ce que tu as des petites routines ou est-ce que la Fédé vous met en place des outils peut-être? Alors, deux questions en une, c'est très intéressant. Par rapport à mes routines, alors je pense que n'importe quel sportif de haut niveau pourrait décrire une routine qu'il a fait sienne pour performer
Je relisais à ce titre le premier chapitre de la biographie de Rafael Nadal. C'est impressionnant, c'est exceptionnel. Ce mec, comment il a routinisé, en particulier sa journée qui précède, ou les heures qui précèdent son entrée sur un court, c'en est limite de l'autisme. Hein. C'est assez impressionnant. Nous, on en est, enfin moi personnellement, j'en suis pas là, mais par contre, le propre d'une routine, c'est qu'une journée pré-match, elle est routinisée et elle est même parfois inintéressante et rébarbative. Mais en fait, je m'aperçois avec l'expérience euh, que ma préparation d'avant-match, qui est toujours la même, s'il y a un grain de sable par rapport à ça, eh bien, c'est pas que ça va me gêner, mais je vais devoir le prendre en compte si tu veux. J'ai beaucoup travaillé sur le lâcher prise par rapport à ça, avec les connaissances qu'on accumule tous les deux en ce moment, à savoir qu'il y a des événements qui sont impondérables sur lesquels tu es obligé d'avoir une capacité à le prendre en compte pour le neutraliser et le mettre de côté. Mais une routine d'avant-match, déjà, m'amène à performer, à savoir que j'estime qu'au coup d'envoi, si je me suis préparé correctement physiquement dans la semaine, si je me suis préparé correctement techniquement et tactiquement par rapport aux équipes, si je me suis préparé dans la discussion et le briefing d'avant-match avec mes collègues et que j'ai fixé le cap à tenir, qui a lieu généralement, ce petit briefing le matin du match, que j'ai fait attention à cette routine en termes d'alimentation, de récupération, de nutrition, de sommeil, ce que tu imagines bien, eh bien, déjà, je vais créer les conditions de la performance. Ça, c'est la première chose. J'estime que c'est une énorme euh, euh, un énorme point pour moi pour me présenter correctement au coup d'envoi d'une rencontre. C'est que déjà, tu peux appeler ça un plan d'action à très court terme, de match à match. Tu peux appeler ça une planification d'objectifs sur la semaine. Tu appelles ça comme tu veux. Mais déjà, ça, c'est très cadré en ce qui concerne nos, nos problématiques, notre acheminement vers le match. À un gros point d'interrogation près, c'est que, mais c'est un autre sujet, c'est qu'on connaît nos désignations très très tard par rapport au moment de la rencontre. Hein. Elles sont définitives très très tardivement, ce qui nous demande une capacité d'adaptation assez importante. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième que tu me demandais dans ta question, à savoir est-ce que la direction technique de l'arbitrage a proposé des outils en termes de prépa mentale. J'en vois deux. C'est notre travail de préparation physique intégrée, à savoir que le mental intégré à la prépa physique, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. C'est-à-dire, on se met à Clairefontaine, hein, on est en séminaire une fois par mois minimum, hein, voire deux fois, et on se met en situation où on est en plein travail physique et on a des écrans sur lesquels on travaille avec des situations de match, avec du bruit dans les oreilles. Ils s'amusent à nous mettre des chants de supporters dans les oreilles, avec une grosse perturbation, etc. Pour travailler notre capacité de concentration, pour prendre une décision, alors que par contre, on est en plein effort physique. Donc, cette préparation intégrée déjà est plutôt intéressante et elle prend du sens hein, pour nous, évidemment. Puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il s'agit toujours pour nous de produire une prise de décision rapide sous pression temporelle et sous pression physique, quoi, en gros, en fonction de ton état de fraîcheur physique à ce moment-là. Et deuxième outil, le neurotracker. Comme j'ai pu vous témoigner de son utilisation chez nous. Ce qui est intéressant, évidemment, dans le neurotracker, outil de développement et d'entraînement à la perception cognitive, c'est notre entraînement à traiter des signaux qui se croisent en permanence. C'est ça que fait le neurotracker, pour avoir à la fois une vision centrale et une vision périphérique sur les choses mouvantes. Et tu imagines bien que c'est exactement ce qui se passe sur notre terrain de football, puisque suivant le jeu et la dynamique du jeu, j'ai une multitude d'informations à traiter en permanence, que ce soit l'information liée au porteur de la balle, à ses joueurs proches, à ce que font les joueurs dans mon dos, à ce que fait mon assistant à ma droite, à ce que fait le gardien de but, à la ligne du hors-jeu, à où est-ce que je me situe moi. Donc une multitude de signaux à traiter en permanence qui sont totalement mouvants au fur et à mesure de la dynamique de l'action. Et ça, le traitement de l'information, autre problématique pour nous, il peut être entraîné par le neurotracker. D'accord. Excellent. Très, très bien. Et on fait une dernière question qui est plutôt généraliste.
préparateur mental, donc toi, ça c'est, tu t'y intéresses, c'est puisque c'est le sujet c'est pour le sujet pour lequel on s'est rencontrés, puisque tu te formes sur le sujet notamment. À quel public penses-tu que la préparation mentale est destinée? Là, c'est une ouverture sur beaucoup de champs. On sort du champ de l'arbitrage. Euh, Avec ta vision et ton recul et ton expérience sur ton sport. Eh ben, La préparation c'est, mentale est destinée à je, quel ouais, moi je pense que le mot arbitrage au sens quasi littéral, c'est-à-dire faire des arbitrages, c'est-à-dire prendre des décisions et faire des choix et prendre des décisions et les assumer. public? Si on est sur ce socle-là, ce qui moi est ma fonction, mais ce qui est la fonction de tous ceux qui ont à décider Mhm. et à assumer leurs décisions, eh ben, ce champ, il est dans le milieu du sport, il est dans le milieu de l'entreprise, il est dans le milieu familial, il est dans le milieu, euh, dans le milieu humain en général. Hein. L'homme, dans une journée, je connais pas beaucoup de situations dans une journée entre le moment où tu vas te lever et te coucher où tu ne prendrais aucune décision. Ça veut Mhm. dire que tu as dormi toute la journée. À partir du moment où tu commences ta journée, ton cerveau prend des décisions. Des non-décisions sont des décisions également. Hein. Faire des non-choix sont des choix. Et donc, à partir de là, ça veut dire que la prépa mentale, sur des aspects tels que ceux on a parlé ce soir, concentration, décision sous pression, capacité de rebond, de résilience, mise en perspective, gestion des émotions, ça ouvre quand même un spectre très très large d'intervention. La formation qu'on reçoit tous les deux actuellement, moi, elle m'ouvre un peu les yeux sur le champ des possibles par rapport à ça. Hein. Je vois évidemment le côté d'abord du milieu sportif parce que les sportifs, je les côtoie et j'en suis un moi-même. Mais pour connaître, je ne l'ai pas encore fait, peut-être que je le développerai, mais pour connaître certains de mes collègues arbitres de première division qui interviennent dans le milieu de l'entreprise sur les sujets dont on vient de parler, hein, en termes de leadership, de management, de prise de décision sous pression. Alors évidemment, notre expérience, elle peut être valorisée dans ce milieu-là. Donc tu vois un bel avenir à la préparation mentale. J'en suis persuadé, à partir du moment où les bases théoriques se développent, sont de plus en plus reconnues. Il y a des outils de préparation mentale qui sont facilement accessibles. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles, je m'en rends compte. À partir du moment où le socle d'apport de connaissances se durcit de plus en plus, c'est-à-dire se construit de plus en plus, je trouve, oui, en fait. Je trouve que la prépa mentale, si il y a 5 ou 10 ans, on avait l'impression que c'était une sorte de gouroutisation, tu vois, d'espèce de mouvement un peu sectaire. Je trouve que, enfin, j'ai l'impression, moi qui mets un pied dedans, là, par cette formation, que ça se construit à vitesse grand V. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que ça répond évidemment à un besoin extrême dans notre société, beaucoup extrêmement stressante et évidemment liée à la période actuelle en plus qui nous entoure, où de toute façon, si tu remets l'activité humaine au centre de tout, Mhm. tu es au cœur des problématiques dont on a parlé ce soir. Et merci beaucoup, Amaury. Merci beaucoup. Euh, Bah, c'est moi qui avec grand plaisir. demain, prochain match, c'est quoi? Tu le sais pour l'instant? Tu l'as Eh oui, oui, là, eu il se ton trouve que c'est affectation? demain, enfin, c'est après-demain, je suis arbitre vidéo sur le match PSG-Lorient qui a lieu mercredi D'accord. soir, et j'enchaîne avec ce week-end un match à Metz, la Ligue 1, poursuivant encore juste avant Noël. Voilà. Ben, écoute, super. Déjà, tu sais, tu connais ton affectation, c'est bien. Exactement, tu as tout compris. Comme on est dans la semaine, je connais mes deux matchs de la semaine, c'est déjà ça. Donc j'essaye de m'organiser par rapport à ça. Bon, merci pour tout. Et puis, c'était très intéressant. J'espère que les gens qui vont regarder la vidéo seront satisfaits aussi. Et puis, je te souhaite une bonne journée, bonne semaine d'arbitrage. Et puis, dans 3 4 semaines, après les fêtes de fin Avec d'année. grand plaisir. Salut Cédric, porte-toi bien Salut, Amaury. et bossons bien en prépa mentale. À bientôt. Ouais, toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Avec plaisir. Bye bye.